Hello, Mark. Hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Merci d'écrire vos noms. Donnez-nous aussi la région dans laquelle vous êtes. Bon, on va changer. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire, Comment construire une équipe performante et engagée. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous allons d'abord commencer par remercier nos alliances stratégiques, ces équipes qui nous font confiance et qui nous permettent d'être au niveau où on est, d'être performants. Et pour ça, je voudrais quand même vous donner quelques règles pour commencer ce webinaire. On va, s'il vous plaît, éviter les distractions. Normalement, vous devez allumer votre caméra, ça me facilite le travail, c'est aussi plus facile. Et puis, du coup, comme vous savez qu'on vous regarde, vous êtes un peu plus enclin à suivre le programme. Les micros sont éteints, mais vous avez un chat à votre disposition pour poser des questions. Tout au long de la présentation, j'ai la chance et le plaisir d'avoir une équipe forte avec Émilie et Marie-Flore qui résumeront les questions et qui, à un moment donné, vous donneront aussi la parole pour que ce soit interactif et que vous ne restiez pas avec une question en tête. C'est important. Mettez votre question. Marie-Flore et Émilie répondront aux questions de façon à ce que vous ayez vos réponses. Ce que je voulais vous dire maintenant, s'il vous plaît, c'est que vous avez vu ces petites vidéos au départ sur l'équipe. Mettez-moi un peu vos impressions et je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui vous motive de créer une équipe qui gagne? Merci. Et on va me donner des messages que moi, je ne vois pas le chat. Donc, si au fur et à mesure, Émilie, tu peux me faire quelques commentaires, s'il te plaît, j'apprécierais. Alors pour l'instant, tout le monde est en train de se présenter et de dire d'où il vient. C'est bien. Donc, on a des personnes qui viennent d'où? On a de l'Afrique, du Toulouse, de la région lyonnaise, Franche-Comté. Euh, Ça vient d'un peu partout, Aix-en-Provence, etc. L'Alsace. Ah ah, je vois qu'on On nous a même enregistre. C'est l'Atlantide, bien. Marc. On a des gens qui viennent de l'Atlantide. Oui, ça c'est sympa. Ils ont sûrement des choses que l'on a oubliées. Donc, une équipe qui D'accord. gagne, c'est développer son business et travailler dans de bonnes conditions. Développer son business et travailler dans de bonnes conditions. Quoi d'autre? Euh, je vous écoute. Une autonomie. Pardon, j'ai pas entendu, Marie-Flore. Autonomie. Autonomie, Une équipe qui travaille ensemble aussi. qui travaille ensemble. Très bien. Ok, je vais avancer en mettant un peu de contexte avant que l'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je crois que c'était important de vous rappeler un certain nombre de choses, notamment que quand on parle d'engagement en France, les études Gallup disent qu'en France, on est plutôt mauvais élève parce qu'on a 6% des personnes qui se disent engagées. Alors, engagées au travail, ce sont des personnes qui vont au-delà de simplement faire leur travail. Alors que l'on sait quand même que ce que l'étude d'Oxford a donné, c'est que les équipes engagées rendent les entreprises beaucoup plus performantes. Je voulais vous donner deux autres informations que je trouvais intéressantes qui étaient sur le taux d'absentéisme, 5,7% en France. Ça coûte cher quand on sait que automatiquement ce n'est pas de la production, que 27% des salariés ont déclaré au moins un arrêt de travail. Je crois que c'est 21 jours en moyenne en France. C'est quelque chose d'assez effarant. Alors ça comprend aussi les gens avec les maladies longues. Une personne sur quatre en entreprise, 25% des employés reconnaissent être de temps en temps au
bureau sans rien faire, le présentéisme, d'accord? Et je voulais donner un autre élément que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que un jeune actif sur deux quitte son premier emploi, j'ai pas mis la date, c'est dans la première année. Et les 2 tiers de ces départs, c'est le choix de l'employé. Donc, on a vraiment un souci avec nos équipes. Et rappelez-vous quand même, les dernières estimations que j'ai eues, ça nous avait été présenté aussi au BISEX, c'est que le coût du désengagement, c'est 13 400 euros par employé. Donc, je pense qu'en termes de productivité, de gains pour les entreprises, il y a quand même beaucoup de choses que l'on pourrait faire. Pourquoi on crée une équipe? Eh bien, c'est effectivement pour avoir de la performance. Mais une des choses que je voulais faire aujourd'hui, c'était partager avec vous notre expérience Action Coach, celle des équipes qui nous disent que construire une équipe, diriger une équipe, eh bien, ça s'apprend. D'accord? Ça s'apprend, il faut faire de l'accompagnement, il faut pratiquer, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est régulier, le monde change autour de nous, il faut régulièrement remettre le métier à l'ouvrage. Alors, en tant que coach, mon travail, c'est d'être à côté de vous. Ce n'est pas faire le travail à votre place, mais c'est effectivement de m'assurer qu'on prévoit avec vous les étapes futures, éviter les embûches quand vous êtes en train, le nez dans le guidon, vous donner de la hauteur, servir de miroir, tout ça c'est important. Pour cela, eh ben, la seule erreur dans ce webinaire, ce serait de ne pas participer. Et pour faire ceci, on a choisi de vous faire un petit cadeau. Ce petit cadeau, Émilie, tu dois l'avoir, c'est un petit tableur que l'on a créé qui vous permettra de faire une auto-évaluation. Il y a 9 points que nous allons voir, 9 points qui sont critiques pour nous, les coachs d'Action Coach, et que l'on considère important de partager avec nos employés, avec nos clients. Vous pourrez évaluer sur chacun de ces points, c'est un Excel, donc les choses, vous pourrez les calculer. Et je vous ai mis 2 colonnes qui sont libres, dans lesquelles vous pouvez mettre les actions que vous voulez entreprendre, les choses que vous voulez travailler, d'accord, pour pouvoir avoir l'équipe la plus performante, la plus engagée pour l'avenir. Alors, vous allez avoir ces petites slides qui vont apparaître régulièrement parce qu'il y a un rituel chez Action Coach, c'est BFO, Business Flashing Obvious. Ce sont ces idées, ces éclairs que vous allez avoir durant cette présentation. Notez-les, d'accord, parce qu'ils sont importants. Quand vous les avez, eh bien, vous pouvez les mettre dans le chat de façon à ce que pendant la minute que l'on consacrera à ça, vous puissiez repenser à ce que nous avons vu ensemble pendant la présentation. Et dites-vous bien qu'il y a une action que vous devez entreprendre. Parce que ça, c'est extrêmement important. C'est l'action qui fera la différence. Encore une fois, Émilie et Marie-Flore sont là en tant que modératrices et de temps en temps donneront la parole à quelques personnes. Je compte sur elles comme elles l'ont fait jusqu'à maintenant. De quoi allons-nous parler? La première chose, c'est que le contexte, le monde change. Donc, c'est quoi ce nouveau futur? Parce que c'est notre rôle de préparer nos équipes et nous-mêmes à ce nouveau futur. La deuxième partie, c'est que s'il faut le faire, ça veut dire que nous avons un rôle de leader, de manager, créer l'engagement. Donc, c'est quoi ce nouveau moi? Qui doit-on être? Et bien sûr, je voudrais parler d'un élément qui est de plus en plus important dans les entreprises, compte tenu de la transformation, c'est équipe interne, des gens que j'emploie dans mon entreprise, et l'équipe externe, des gens que je contractualise pour travailler avec moi et qui ne sont pas des employés de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un point important. Et au-delà de ça, nous allons prendre 6 clés qui sont pour nous essentielles, qui font partie de la méthode Action Coach et qui permettront, on ne verra pas tout, on verra quelques points, mais on verra ces 6 clés, d'accord, qui permettent d'avoir une équipe qui gagne. Alors, permettez-moi d'abord de vous rappeler que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est ce que vous faites. Pourquoi on s'appelle Action? Passez à l'action, c'est ça qui donnera les résultats. Rappelez-vous de ça. Permettez-moi de présenter Brad Sugar, c'est la personne qui nous a engagés dans cette histoire d'Action Coach, qui nous donne cette motivation et cette énergie, parce qu'il est persuadé qu'être entrepreneur, ça devrait permettre de créer une meilleure qualité de vie dans l'entreprise, pour nous, pour les employés, pour les équipes, pour nos partenaires et pour nos clients. D'accord? C'est en fait, dans plus de 50 pays, vous avez 1000 coachs, il y a 15 000 personnes que l'on accompagne. Ce que je voudrais que vous vous rappeliez, c'est que nous sommes la somme de ces expériences, de plus de 1000 business coachs, et vous avez une équipe en France de 24
coach sensationnel, à qui je dis merci d'abord, parce que c'est mon équipe, et cette équipe, elle nous permet à chacun d'être encore plus performant. Donc, merci à l'équipe des coachs d'Action Coach, et merci à toutes les personnes qui sont dans les cabinets, dans les firmes, autour de ces 24 personnes, parce qu'elles aussi, elles contribuent à notre succès. Alors, ma première chose, c'est reconnaissance. Merci. Merci à vous. Ils se reconnaîtront, les hommes et les femmes en bleu, mais pas sur la route ce coup-ci. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Marc Bernard. J'ai un parcours d'informaticien, de financier, de commercial, de directeur général. J'ai travaillé dans des grands groupes, dans TPE, et ça fait 16 ans maintenant. J'ai accompagné à peu près de 150 entreprises au cours de ceci. Alors, je vous demande la permission. Est-ce que vous voulez bien que je vous coach aujourd'hui? Est-ce que j'ai votre accord? Merci de mettre des petits pouces, d'accord, pour m'assurer sur la vidéo que vous voulez bien que je continue à parler. Et j'y mettrai toute l'énergie, la motivation et l'ambiance nécessaires pour ceci. Merci beaucoup. Je vous adore. Bien. Commençons par le nouveau futur. Est-ce que je suis dans le timing, ma chère Émilie ou Marie-Flore? Parfaitement, tout va bien. Merci. Le nouveau futur. Alors, la slide que je vais vous montrer est en anglais, mais il y a une raison pour ça, c'est que si vous voulez chercher le nom en français, vous ne le trouverez pas. C'est très intéressant de lire ce que la futureorganisation.com écrit, et c'est Jacob Morgan. Je vais vous donner trois clés. Trois clés qui nous paraissent essentielles et que nous retrouvons chaque fois avec Action Coach chez nos clients. La première, c'est que le rôle des leaders dans l'entreprise, ce n'est pas simplement de créer du profit, c'est de créer de la valeur pour l'entreprise, de la valeur pour les employés, de la valeur pour nos clients. Créer de la valeur, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui crée l'intérêt, la motivation, l'engagement. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est que on joue plus au petit chef aujourd'hui. Le leader est quelqu'un qui co-construit et qui a une attitude de coach envers ses équipes plutôt que de superviseur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Le travail avec la ressource humaine n'est pas celle de travailler avec des individus employés. Nous avons des écosystèmes de force de travail autour de nous. Et pour l'expliquer, voilà ce que je vous propose. Le monde de contractualisation change. Le travail aussi. Vous avez les équipes internes. Typiquement, vous avez les gens qui sont en CDI, CDD, mais vous avez aussi des choses très particulières telles que le temps partiel, le temps partagé, quelqu'un qui travaille avec différentes sociétés ou effectivement le télétravail, des gens qui sont à distance. Mais vous avez un autre phénomène qui est celui des équipes externes. Vous savez, ces sous-traitants, ces contractants, ces consultants avec qui on travaille, qui nous permettent d'avoir de la valeur, de créer de la valeur, d'être performants, professionnels, les personnes qui font du multitravail, les freelances, toutes ces nouvelles façons de contractualiser, et ça continue à changer. La nouvelle génération nous impose de changer nos modes de fonctionnement en entreprise. Et la loi n'est pas forcément, le code du travail n'est pas forcément prêt à le faire, mais nous, d'accord, nous, on doit le faire. Et je voudrais vous donner un dernier élément, parce qu'on parle d'équipes ici. Mais ces équipes, qu'est-ce qu'elles font? Quand on pense que 50 à 80% des métiers en 2030 n'existent pas encore, 85% de ces métiers sont affectés par cette évolution. Et seulement 17% des équipes sont en cours de formation pour demain. C'est quand même une grosse question. En France, 30% des personnes travaillent pour des entreprises qu'on appelle apprenantes. Ces entreprises qui s'adaptent à l'environnement, qui sont en perpétuelle transformation, qui sont toujours à la recherche de ce que sera demain pour se préparer, préparer les gens, préparer les équipes au meilleur service pour nos clients de demain. Mais dans le reste du monde, il y a des régions, c'est 50 à 60%. On est en retard là-dessus. Et ça, c'est notre rôle en tant que leader, manager dans les entreprises, de nous occuper de nos équipes et de les préparer. Alors ma question est simple. Est-ce que notre structure est prête pour cet avenir? Est-ce qu'on y a réfléchi? Est-ce qu'on est prêt? Alors, allez, premier exercice BFO. D'accord? Notre futur. Je viens de vous expliquer un certain nombre de choses. Marquez-moi quelques-uns de vos commentaires dans le chat. Et dites-moi ce que vous voudriez entreprendre. Je vais vous laisser une petite minute pour réfléchir à ça. Et je n'ai pas mis de la musique. Alors, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais
Ça, c'est le truc que j'ai oublié de mettre. Comme quoi, je suis humain. C'est pas grave, je pense qu'on réfléchit bien aussi sans musique, Marc. Voilà. Prenez le temps. Est-ce que l'on imagine ces nouveaux métiers? Est-ce qu'on a pensé à nos équipes internes, nos équipes externes? Est-ce qu'on est sûr que tout le monde est aligné sur qu'est-ce que c'est que créer de la valeur dans l'entreprise? Est-ce que vous avez une action que vous souhaitez entreprendre? Rappelez-vous, au-delà de ce que vous savez, la performance viendra de ce que vous en faites. Alors, je vais avancer sur l'autre partie. C'est nous, moi. D'accord? Votre style de management. Est-ce que vous êtes plutôt du style à manager les équipes? C'est-à-dire à vous assurer qu'elles savent ce qu'elles doivent faire, comment le faire, et vous supervisez, vous vérifiez que tout se passe bien, qu'elles ont les moyens de le faire. Voilà, vous êtes plutôt quelqu'un qui s'occupe de l'action, l'action opérationnelle. Ou est-ce que vous êtes plutôt du style leader? Vous laissez à quelqu'un d'autre le soin de s'occuper de l'opérationnel et vous êtes plutôt dans la vision, la mission, à imaginer ce que sera notre entreprise demain, quel type de service, quel type de client on veut aborder. Ou encore, est-ce que vous êtes plutôt du style coach, c'est-à-dire que vous accompagnez vos équipes de façon à vous assurer qu'elles aient compris, qu'elles apprennent ce qu'elles ne savent pas, de façon à pouvoir l'utiliser, de façon à pouvoir les aider. Vous allez leur donner un avis, mais vous allez les laisser développer elles-mêmes aussi, grâce à leur initiative, des nouveautés pour l'entreprise. Une fois encore, créer de la valeur, vous verrez, on va en reparler d'ailleurs. Et là, l'un, l'autre, je vais prendre la courbe du changement pour vous expliquer que, en fait, c'est typique, dès qu'il y a un changement dans l'entreprise, vous voyez qu'il y a des moments, il vaut mieux être manager parce que comme il y a de la résistance, il faut amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Et en plus, il faut les coacher parce qu'il faut leur dire que l'environnement change et il faut donc les inspirer, les motiver à aller vers ce côté-là. Et justement, quand on est au bas de la courbe, c'est plus leur dire ce qu'ils doivent faire parce que ça les énerve, il faut plutôt les coacher, leur faire comprendre que l'avenir sera meilleur et donc en tant que leader, les inspirer et leur montrer un avenir positif. Et vous voyez bien qu'ensuite, au fur et à mesure que l'on monte, il y a un moment où vous serez leader, inspirant et motivant, vous serez manager pour vous assurer que les gens ont les moyens de faire ce qu'ils doivent faire et vous serez coach parce que vous permettrez à des personnes de se développer. C'est un élément essentiel en tant que manager, leader dans votre entreprise. Ce sont 3 types de postures que vous devez adopter en fonction en fonction de la situation et de la personne que vous avez en face de vous. Alors encore une fois, mettez-moi quelques remarques dans le chat. Ça vous fait penser à quoi? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pourrez faire? En tant que leader, en tant que manager, c'est de votre responsabilité aussi de pousser les équipes, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes. Dans les BFO de tout à l'heure, on avait l'IA, introduire l'IA dans... Tout à fait. L'IA est une des raisons pour lesquelles 85% des métiers aujourd'hui vont être affectés. Il y en a même qui vont disparaître. Donc, il est intéressant de voir. Pour ceux qui ont été dans le monde industriel, on se rend compte à combien de fois on est obligé de travailler sur comment prendre des personnes dont les métiers disparaissent parce que l'automatisation l'a fait, l'IA l'a fait, et du coup, il faut leur proposer un nouvel avenir parce que ces personnes ont été très utiles à un moment et c'est notre rôle aussi de leur proposer un futur utile pour eux. Créer l'employabilité, c'est intéressant aussi.
Juste avant de passer à la suite, Marc, il y a au moins deux personnes qui nous signalent que la seule constante, c'est le changement, que la seule chose qui ne change pas, c'est que ça change. Donc, c'est intéressant de voir comment les clés que tu vas leur donner tout à l'heure peuvent aider, quoi, et comprendre la génération Z. Alors, c'est clair que ça change en permanence. Ça, c'est la seule chose qui ne change pas. Je suis bien d'accord avec ça. Et ce que je dirais là-dessus, c'est aussi de est-ce que nous avons, je vais m'inclure, est-ce que nous avons une mentalité de suiveur ou est-ce que nous avons aussi une mentalité innovateur et on veut avancer et créer aussi notre futur, le futur que moi j'ai envie d'avoir aussi avec mes équipes et mes clients. Allez, nos équipes, d'accord, au service de cette nouvelle entreprise. Rappelez-vous, Action Coach vous dit que une entreprise, c'est une activité commerciale évidemment rentable. On sait très bien que si ce n'est pas rentable, au bout d'un moment, ça ne durera pas. Elle doit fonctionner, c'est-à-dire qu'on doit avoir mis des systèmes, et elle doit pouvoir fonctionner sur sa partie opérationnelle sans les managers et sans la direction. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, il faut avoir un temps où on travaille sur l'entreprise et pas simplement dans l'entreprise qui est la partie opérationnelle. Rappelez-vous, les 6 étapes chez Action Coach, la maîtrise du temps, la maîtrise de l'argent, la maîtrise des opérations, la maîtrise de la vision, d'accord, vers où on va, c'est un élément nécessaire. On doit aussi travailler sur le marketing. Le marketing, c'est ce qui va nous permettre d'acquérir des leads qu'on va transformer en prospects, des prospects qu'on va avoir en clients. Et il faut systématiser les choses pour pouvoir aller plus vite. Et vous voyez que l'équipe, d'accord, la fonction RH est à tous les niveaux, mais l'équipe, c'est celle qui permet de dimensionner votre entreprise pour aujourd'hui et pour demain. Il faut penser aussi à cette partie de demain. Alors, nous sommes convaincus que le cercle vertueux chez Action Coach, c'est que manager, directeur, propriétaire de votre entreprise, de l'entreprise, vous êtes au service de l'équipe. Parce que c'est l'équipe qui est au service des clients. Et les clients, s'ils sont satisfaits, ils sont au service de l'entreprise. Et les résultats de l'entreprise vont permettre de créer ce cercle vertueux parce qu'elles donneront les moyens au personnel de direction pour pouvoir ensuite donner les moyens à l'équipe qui donnera des résultats et le meilleur service possible aux clients, etc. C'est un cercle vertueux, il ne faut pas l'oublier. Alors, on a décidé cette fois-ci de parler de l'équipe. Alors, je voudrais vous présenter un parcours. Et j'ai parlé d'équipe interne et j'ai parlé aussi d'équipe externe. Alors, chaque fois que nous avons un employé qui rentre dans l'entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord l'embaucher. Il faut commencer par cette partie-là. Et une des choses que l'on recommande, c'est faites un bon onboarding, une bonne intégration, parce que les gens ne peuvent pas savoir, surtout si ce n'est pas la même génération. Ensuite, travaillez sur la performance et l'engagement des équipes, parce que c'est comme ça qu'elles feront du bon travail. N'oubliez pas de penser à leur employabilité, à leur gestion de carrière, parce qu'à un moment donné, ils voudront sortir ou ils partiront à la retraite. Par contre, si nous parlons des équipes externes, vous savez, ces partenaires, ces contractants, ces freelances que l'on a, et certains nous accompagnent très longtemps dans les entreprises, eh bien, nous avons la même situation. Il faut contractualiser et après, c'est pareil. Il faut faire un onboarding avec ces gens-là. Est-ce que l'on travaille avec eux? Est-ce qu'on sait les intégrer ou est-ce qu'on leur laisse faire les choses à leur façon? Et de la même façon, on va travailler avec eux sur la façon dont ils doivent performer et sur leur engagement selon les critères de l'entreprise et pas simplement les leurs. Et c'est pour ça que derrière, il faut travailler cette formation, ce développement, cette recherche qu'on travaille ensemble, parce que c'est comme ça qu'on construit et qu'on construit un partenariat pour l'avenir. D'accord? Et à un moment donné, c'est pareil, il y aura une sortie. Quand vous regardez ces deux parcours, vous réalisez la similarité des parcours entre un parcours employé, l'équipe interne, et un parcours partenaire pour l'équipe externe. Et c'est là où cette transformation, ce nouveau monde, nous pousse à aller regarder comment on va travailler avec les équipes internes et avec les équipes externes. Et il ne faut pas les dissocier. Parce que l'élément qui construira la meilleure performance dans votre entreprise, c'est lorsque ces équipes se retrouvent et elles travaillent
elles vont dans la même direction, elles ont les mêmes objectifs, elles ont le même partage de valeurs, la même culture. C'est extrêmement important que ces équipes externes et internes, d'accord, se retrouvent sur cet accompagnement que nous, on a en tant que leader. C'est pour ça que je vous demande, cette transformation des équipes, cette nouveauté avec ces équipes internes et externes, ça, quelles sont les remarques que vous pouvez faire? Merci de les mettre dans le chat. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette union entre ces équipes internes et externes? Comment est-ce qu'on s'assure que cette agilité que l'on doit avoir en gestion de projet avec des personnes internes ou externes, cet engagement que l'on doit créer entre les différentes personnes, ce partenariat que l'on peut avoir aussi avec des personnes qui vont nous amener de la compétence, donc renforcer notre professionnalisme pour servir nos clients. Merci de vos commentaires. Alors pour le moment, Marc, on a un commentaire sur une question qu'on posera tout à l'heure, enfin qu'on fera poser tout à l'heure, qui est comment faire avant d'avoir l'équipe, c'est-à-dire comment la constituer sur le recrutement. Donc je te laisse te préparer pour tout à l'heure. On aura un petit temps d'interaction et ce sera probablement une des questions qu'on demandera à Christophe ou Jérôme de développer. D'accord, sur comment faire pour recruter. D'accord, ok, c'est très bien. On a aussi clé, vous inquiétez pas. Je voudrais faire une remarque à il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Merci de noter vos idées, vos actions et surtout prenez de la hauteur par rapport à ça parce que je trouve que le changement est permanent. C'est quelque chose qui ne doit pas être anxiogène. C'est quelque chose qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Et comme on dit, vous savez, c'est en mettant un pas devant l'autre que l'on avance vers sa destination. Donc, c'est bien de la connaître, ça, on y reviendra. Et de prendre les étapes une par une et d'avancer. Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Moi, je vous dirais que ceux qui cherchent l'ordre avant de faire les actions, peut-être qu'ils prendront du retard par rapport à ceux qui vont avec l'action et apprennent en faisant, parce que c'est comme ça qu'on peut développer ces entreprises. En tout cas, C'est bon, timing, on en est où? j'allais dire que Ludovic nous dit qu'il travaille essentiellement avec des auto-entrepreneurs, donc l'équipe étendue, externe, ça doit être quelque chose qui lui parle. Oui. On a des choses autour de mettre de l'âme et du cœur à l'œuvre, ne pas se précipiter pour recruter, prendre le temps de structurer le parcours autour des valeurs de la société et faire travailler ensemble. Ouais, et il y a des choses que tu vas développer, comme ça je pense que les gens vont s'y retrouver sur les débriefs réguliers avec l'équipe. Je vais rebondir sur la remarque il faut prendre son temps pour recruter les gens. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez énormément de moyens de tester quelqu'un avant de le recruter en CDI. Pensez à ça aussi. D'accord? Faire travailler quelqu'un sur un projet en mode externe. Il y a plein de possibilités, pas forcément un CDD par rapport à un CDI. Donc, je trouve que c'est un élément intéressant. Auto-entrepreneur, solo-entrepreneur, c'est assez rare que l'on travaille seul. On a d'autres personnes qui nous aident à être performants. Et en tout cas, c'est typique chez nous de recommander à ces solo-entrepreneurs de déléguer un certain nombre des fonctions administratives de façon à ce qu'ils se concentrent sur leur capacité à créer de la valeur parce que leur taux horaire sera meilleur que celui de personnes qui s'occupent sur de la partie administrative. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils ne seront pas en retard comme ça pour leur TVA. D'accord? Un exemple. Allez. Alors, c'est quoi ces 6 clés d'une équipe qui gagne? Alors, je vais vous les énumérer d'abord de façon à ce que vous sachiez vers où on va et ensuite on les prendra une par une. En termes de temps, on avance bien? Il était un petit peu en retard. Ok, d'accord. Allez hop. Donc, on va parler encore une fois de leadership, on va parler des objectifs communs, on va parler des règles du jeu qui sont souvent une des raisons pour lesquelles il y a un problème de communication dans les entreprises, le plan d'action, cette nécessité et bien sûr ce soutien aujourd'hui à la prise de risque, parce qu'il y a de plus en plus d'autonomie dans les entreprises et les nouvelles générations le demandent, et bien sûr 100% d'engagement. Alors, leadership affirmé.
Et là, encore une fois, je vous demande de vous repositionner par rapport. Vous êtes comment par rapport à vos équipes internes, mais vous êtes comment par rapport à vos équipes externes. Parce que est-ce que vous êtes engageant? Est-ce que vous êtes motivant? Est-ce que vous manifestez cette passion? Est-ce que vous aimez votre métier? Est-ce que vous aimez ce que vous faites pour vos clients? Est-ce que vous aimez cette entreprise qui vous permet d'embarquer tout le monde vers un futur qui est meilleur? Cette création de valeur, cette création de sens, est-ce que nous, en tant que manager, on la manifeste, on la représente? Parce que au-delà de ce sentiment, bien sûr que l'on a la partie responsabilité, être responsable d'avoir les moyens, responsable que les gens font leur travail, responsable par rapport à la qualité, responsable par rapport à plein de choses, par rapport à la qualité du travail que l'on obtient pour être à la hauteur de la promesse que l'on a fait à nos clients. Et quand vous réalisez cette notion de passion d'un côté et de responsabilité de l'autre, et que vous mettez ça à l'aune de l'équipe interne avec qui on a beaucoup plus de contacts souvent, mais aussi avec l'équipe externe, d'accord? Vous voyez le travail qu'il y a à faire pour s'assurer aussi que ce que l'on dit à certains et ce que l'on dit à d'autres, tout ça soit quand même sous la même forme. C'est important parce que je suis convaincu, et ça c'est une des forces de l'équipe d'Action Coach, c'est que nous savons que un bon mentorat, une bonne formation, c'est ce qui permet de créer des bonnes connaissances. Et c'est ce que nous on appelle l'éduc-action, c'est-à-dire de faire apprendre les gens pour qu'ils soient aussi dans l'action derrière. Rappelez-vous, c'est ce que vous faites qui est plus important et pas simplement ce que vous savez. Parce que si vous avez les bonnes connaissances et les bonnes éducations et que vous avez la bonne mentalité, les bonnes croyances, la même bonne ambition, vous savez, les rêves que l'on a pour chacun et pour l'entreprise et pour nos clients, eh bien, nous pouvons nous poser les bonnes questions. Et en nous posant les bonnes questions, nous aurons les bonnes réponses. Et ces bonnes réponses nous permettront de prendre des bonnes décisions. Et quand nous sommes en capacité de prendre des bonnes décisions, eh bien, nous améliorons la qualité des actions que nous faisons, d'où de meilleurs résultats. Des meilleurs résultats pour qui? Pour l'entreprise, oui, mais aussi pour la personne, pour nos équipes, pour nos employés, pour nos partenaires, mais aussi pour nos clients. Est extrêmement importante parce que c'est aussi ça qui fait que les gens se rattachent à vous. Les équipes sont contentes, c'est toujours plus agréable de travailler dans une entreprise qui donne du sens aux gens. Moi, je me rappelle je travaillais dans l'agroalimentaire à un moment donné et on avait énormément de problèmes avec tout ce qui est HACCP, toute la partie hygiène. Et ça a été un travail qui avait été fait avec les personnes qui s'occupent de l'entretien et notamment de l'entretien des vestiaires des hommes et des femmes. Et en fait, quand on a fait cette discussion-là, c'était vis-à-vis des employés qui travaillaient sur les lignes de fabrication en leur faisant remarquer que ce n'était pas normal que les vestiaires soient dans cet état-là et il y avait un lien direct entre les deux. Et comme je l'ai fait devant les personnes de l'entretien, ces personnes ont compris l'importance qu'elles avaient dans l'objectif commun. Et ce qui est amusant, c'est qu'ensuite, c'était elles qui poussaient les gens à être propres, à faire attention. Et ça a nettement amélioré la performance de l'entreprise. Je pense que le fait de donner du sens aux gens, c'est ce qui crée l'engagement, c'est ce qui crée la volonté, et les gens sont fiers. Les gens sont fiers de faire un travail qui est intéressant, fiers du travail qu'ils font pour les autres personnes. Alors justement, on va dénaturer un peu un document que l'on a chez Action Coach qui s'appelle le point de bascule. Vous savez tous que la première des choses qui arrive quand il y a un problème dans la société, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oh, mais attends, c'est pas de ma faute, machin, etc. » Il va dire « C'est l'autre, les reproches. » Et il y en a même, ils vont cacher sous le tapis. Vous savez le problème? Eh bien, il faut arriver à dépasser ça parce qu'il faut s'assurer que les gens sont impliqués dans l'action, à la recherche d'une solution quand on a un problème, se l'approprier et se responsabiliser quant au résultat. Et là, encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure, leadership, management, coach. Eh bien, si vous voulez éliminer cette facilité, ces excuses, ces reproches, managez vos équipes,
Dites-leur comment elles doivent faire le travail. Ramenez-les par rapport à la réalisation, par rapport au travail bien fait, pourquoi on le fait. Et ensuite, soyez leaders, parce que montrez-leur pourquoi ils doivent s'impliquer. Donnez-leur excusez-moi, je m'en étrangle, d'accord, la volonté, l'envie d'être responsable, d'accord. C'est toute la différence entre des personnes qui sont dans les magasins et qui viennent vous aider à faire du choix, vous donnent du conseil et pas simplement vous poussent à acheter quelque chose. Cette appropriation, cette responsabilisation, c'est aussi, on travaillait dans une usine, à l'époque je travaillais pour Colgate, j'ai fait 19 ans chez eux, et à l'usine, on avait des personnes qui nous trouvaient des solutions sur comment orienter des lignes de fabrication, bien qu'il y ait eu des ingénieurs qui avaient travaillé dessus. Ils avaient l'idée, parce que eux voyaient tous les jours les 1000 bouteilles de shampoing qui passaient sur ce point-là. Ils disaient, là, il y a quelque chose à changer. Ça a donné d'ailleurs un prix, d'accord? C'était le prix de l'excellence de celui qui crée le changement dans l'entreprise. Voilà ce que font les grandes entreprises et on peut le faire aussi à un niveau local. Je suis convaincu que notre rôle, c'est d'inspirer et pas simplement de motiver. Motiver, on peut le faire avec des carottes, on peut le faire avec un peu d'argent, on peut le faire, mais inspirer, c'est donner à quelqu'un quelque chose qui est au-delà de, de simplement la performance. C'est ce qui amène les gens vers comment dire, un avenir meilleur. C'est ce qui donne du sens, c'est ce qui emmène les gens, c'est ce qui les embarque. Ils ont envie de parler de cette inspiration et pas simplement de motivation. Et vous savez, ce qui est aussi intéressant dans ce cas-là, c'est que si vous avez ce rôle, si vous comprenez comment vous pouvez inspirer et pas simplement motiver, vous le ferez aussi avec vos prospects. Et donc, vous aurez plus de clients. Et quand vous le faites avec vos clients, eh ben, vous aurez plus de performances, plus de résultats. Donc, croyez-moi que quand on dit ça avec l'équipe interne, vous pouvez faire exactement la même chose avec vos partenaires. Parce que les équipes partenaires, cette équipe externe, elles ont aussi besoin d'être inspirées. Elles doivent avoir aussi envie de travailler pour vous, parce qu'elles travaillent pour vous au service de vos clients. Je travaille avec une société en ce moment qui fait des réparations de toit. Et la particularité, souvent, c'est que la personne qui a vendu la prestation n'est pas la personne qui va faire le travail. Et le lien entre les personnes qui font le travail et le commercial, c'est-à-dire de faire comprendre au commercial que la promesse qu'il fait, il doit s'assurer que ses collègues vont la tenir. Et de la même façon, la capacité que l'on a dans cette entreprise à motiver les gens, à les inspirer, à leur faire comprendre, d'accord, qu'ils doivent tenir la promesse qu'a fait le commercial, et bien ensemble, on crée une expérience client colossale qui fait que les gens aujourd'hui sont prêts à payer plus pour travailler avec cette entreprise à Saint-Brieuc. C'est factuel, c'est réel, les gens comprennent. D'accord? On sent qu'on s'occupe de nous pour le client. Et là, on a des personnes qui sont externes parce qu'on a par exemple des cordistes, des personnes qui ne vont pas, qu'on ne va pas avoir en permanence dans l'entreprise. Et ces gens-là sont toujours présents, toujours prêts à travailler avec cette entreprise quand cette entreprise a du travail pour eux. Pourquoi ces gens reviennent? Parce qu'on s'occupe d'eux. Parce que ces gens-là sont convaincus que cette entreprise, c'est leur entreprise. Même s'ils sont indépendants, que leurs clients, d'accord, ils travaillent pour un client, on a le même client. C'est une équipe pluridisciplinaire avec des gens qui sont employés de façon interne et d'autres qui sont employés de façon contractuelle externe. Donc voilà, encore une fois, on va se poser un peu, je vous laisse une petite minute. Ressasser ça, quelles sont les idées que ça vous amène, vous pensez à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une clé de retard. Une clé de retard, ok, Catherine. Voilà, presque Merci deux. pour l'information. Presque deux. Ok. Bien. Alors, merci de continuer à noter et on va passer à ce deuxième élément qui est l'objectif commun. Et l'objectif commun,
eh ben, encore une fois, est-ce que cet objectif est quelque chose qui inspire les gens? Est-ce que ça fédère les gens? Est-ce que les équipes internes et externes comprennent qu'elles doivent travailler dans le même sens? Est-ce que c'est quelque chose qui permet aux gens d'avoir le même discours, le même langage, de pouvoir parler de la même chose? Pour ça, je vous propose, c'est ce qu'on utilise en général chez Action Coach, soit vous utilisez la méthode SMART avec le côté qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Beaucoup de personnes connaissent ça avec temporel. Ou alors, on cherche plutôt à savoir quels sont les résultats que l'on veut obtenir. Et donc, on va travailler sur l'objectif, résultat attendu, cible, focus et temps. Les deux sont nécessaires, ils sont complémentaires et ça permet d'aller de l'avant. Et quand vous êtes sur des objectifs SMART, c'est parce que vous êtes plus sur l'action, la communication et vous voulez que les gens sachent ce qu'ils doivent faire, comment le faire et dans quelle partie. Et quand on travaille sur les OKR, les objectifs avec les résultats attendus, c'est parce qu'on veut imaginer le résultat que l'on va obtenir et c'est ce résultat que l'on veut obtenir, que l'on veut créer, qui va nous pousser à savoir quel type d'action il faut mener. Donc n'hésitez pas entre les deux et appelez le coach Action Coach que vous connaissez, celui qui vous a inspiré pour venir ici, et ensemble, on formera une super équipe pour obtenir encore de meilleurs résultats. N'oubliez pas que le niveau d'exigence, ben lui, avec l'amélioration continue, fait que, eh ben, il doit se faire. Et n'oubliez pas que si vous ne vous améliorez pas, vous inquiétez pas, la concurrence s'améliorera à votre place. Donc, il y a un réel intérêt à revenir sur cette partie-là. OK? Je vais vous laisser aussi noter quelque chose, mais je vous propose de récupérer un petit cadeau et on va peut-être donner la parole à une ou deux personnes. Je crois que c'était Émilie qui m'avait dit qu'il y avait des personnes à qui on pouvait parler. Et là-dessus, vous avez un QR code que vous pouvez, pour récupérer les 20 principales erreurs en leadership. C'est un e-book que nous avons et que nous vous offrons avec grand plaisir. Vous avez aussi l'adresse email que j'ai mis, l'adresse web, et je pense qu'elle va être inscrite aussi dans le chat pour ceux qui souhaitent cliquer dessus de façon à ce que la page soit ouverte et vous remplirez ça tranquillement après. Donc, merci de vos commentaires, de vos questions Et on a une Émilie, question. Et on a une question de Christophe. Alors, Christophe va poser la question, mais il n'était pas le seul à se la poser. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. d'accord. Christophe, on t'écoute. C'est celle sur la formation Non, c'est sur les rotations des générations Z. Sur les générations, je pense qu'il y a plein de gens qui Oui. se posent la question autour de ça. Oui, mais tout à fait, c'est l'intervention lumineuse de Béatrix, hein, Visix. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, les jeunes Z, Vous parlez un peu plus fort, Christophe, parce que moi, je ne vous entends pas. Ah, zut. Je vais essayer de C'est voir une si je peux question que monter se le- posent régulièrement les gens, oui? Je vais essayer de monter le micro, mais Je me voilà. rapproche. Désolé de vous montrer mon oreille. Allez-y, Christophe. Ouais, je suis à fond, hein, C'est au bon, niveau c'est du bon. Je micro. vais m'adapter. Oui, ce que disait Béatrix, effectivement, de la non-fidélisation des aides. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à avoir des problèmes aussi de recrutement sur des personnes qui ne sont pas formées. Et aujourd'hui, ben, là où on planifiait de garder quelqu'un peut-être pendant 7 ou 10 ans, c'est qu'un Z, on va le garder entre 3 et 5 ans, d'après ce qu'elle a dit. Et encore 5 ans si on a fait du bon boulot de management et de leadership. Euh, donc aujourd'hui, c'est la question, c'est de les onboarder rapidement, les former rapidement pour rentabiliser l'investissement en temps que ça prend, parce qu'on a tous aussi des journées bien remplies. Et donc, est-ce que la solution ne serait pas là? Alors, Christophe, je pense que Merci pour cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends deux problématiques. J'entends la problématique des différentes générations et j'entends la problématique de combien de temps on peut garder quelqu'un dans une entreprise pour que la personne soit performante. Et si aujourd'hui je parle des équipes internes et des équipes externes, c'est aussi parce que cette flexibilité, elle vient d'une part de la nécessité pour les entreprises d'avoir des personnes contractualisées pour des périodes courtes, mais aussi par la volonté des personnes qui travaillent de pouvoir changer facilement de métier, d'environnement. Et il faut arriver en tant qu'entreprise à combiner les deux.
D'où la nécessité, pour moi, très importante de travailler dès le départ sur l'employabilité des gens. Quand on travaille avec les TPE, les PME, on réalise souvent, moi ça m'arrive, de voir des personnes qui sont arrivées à un stade où de toute façon ils ne pourront pas prendre la place du boss parce que elle est prise, d'accord? Ils vont travailler un certain temps à l'extérieur et comme l'ambiance était excellente dans la maison, le moment où l'entreprise continue à grandir, il y a une possibilité pour ces personnes de revenir. Et la deuxième chose, c'est que quand je regarde aujourd'hui des personnes qui travaillent avec moi dans le marketing ou dans l'IA, il y a 2 ans, ces personnes ne travaillaient pas comme elles travaillent aujourd'hui. Alors, elles se sont aussi adaptées, elles ont amené des choses de l'extérieur de l'entreprise et tout le travail que l'on a eu avec ces personnes, c'était de montrer où était la valeur de demain et de s'assurer que cette valeur de demain que l'on percevait, on savait la transformer en une valeur d'aujourd'hui. Et là, pour donner l'exemple, ça a été dans l'usine, c'est une usine qui travaille pour faire des machines-outils et pour travailler pour des pièces détachées. Et on a ajouté tout ce qui était la robotique, la vision pour identifier des problématiques de qualité que l'on ne voyait pas avant parce que l'homme n'est pas capable de le voir, mais la machine peut le voir avec des infrarouges, avec des choses comme ça. Et ce sont les jeunes générations qui ont trouvé dans l'entreprise l'écoute nécessaire pour leur dire, mais on pourrait faire ça, on pourrait essayer ça. Et un entrepreneur, un manager, un responsable de bureau d'études qui a compris que là, il y avait une possibilité de créer de la valeur et il a dit, OK, on teste. Et c'est ça qu'il faut voir. Et je pense que oui, on aura des générations qui changeront plus souvent d'entreprise que ce qui était par le passé, mais je pense que il y a aussi la possibilité de garder, parce que le dernier terme que tu as employé, Christophe, je me suis permis de te tutoyer, de vous tutoyer, pardon, Christophe, la partie que je trouvais aussi importante, c'est la rentabilité, d'accord? Et dans cette rentabilité, la rentabilité, elle est dans la valeur que l'on crée aujourd'hui et demain avec quelqu'un. Elle n'est pas dans la valeur qu'on crée aujourd'hui seulement. Sauf que si vous voulez bénéficier de la valeur de demain, il faut que vous motiviez et engagez cette personne sur le même parcours commun pour demain. J'espère que j'ai répondu à votre question, Christophe. Oui, oui, tout à fait. On va enchaîner, Marc. Il y a deux autres questions qui sont très intéressantes, mais on va les garder pour la fin, comme ça tu vas pouvoir dérouler la suite avec une clé de retard. D'accord, ok, merci pour l'information. Les règles du jeu, je vais aller alors un petit peu plus vite dessus, mais je voudrais que vous compreniez que je trouve que vous avez 2 problématiques que l'on retrouve à chaque fois dans les entreprises. Soit vous avez une problématique qui est humaine, parce que c'est des gens, soit vous avez une problématique qui est due à la communication. Quelle que soit la problématique à gérer, vous avez une dimension humaine et vous avez une dimension qui est communication. Donc pourquoi il faut avoir des règles? Parce qu'une règle, elle doit être utile. Et pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit explicite, c'est-à-dire comprise aussi par tous. Et elle doit être applicable. J'ai régulièrement chez mes clients des personnes qui ont mis en place des systèmes, qui ont mis en place des procédures, et ce n'est pas ce que font les gens. Donc vérifiez que ce que vous avez mis en place comme système, il est applicable, il est utilisé. Sinon, adaptez, changez. Il y a une raison pour laquelle les gens l'ont fait, et souvent c'est pour des bonnes raisons. Donc il ne faut pas oublier ça. Elle doit être contrôlable parce que sinon c'est une envie, allez, c'est comme ça que l'on va faire. Contrôlable, ça veut dire que on est en mesure d'avoir un indicateur qui explique pourquoi elle est appliquée, d'accord? Et si elle est appliquée, c'est bien parce qu'elle a été utile. Elle est contractuelle aussi. C'est ce qui permet aussi de dire à quelqu'un, tu fais pas ton travail. D'accord? C'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir des critères, qui nous permet aussi de nous défendre par rapport à la loi, d'accord? Par rapport à quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas suivre les choses. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très important. Et c'est aussi vrai pour l'employeur, qui se doit de tenir et respecter ce que contractuellement il a décidé avec ses employés. Et c'est pour ça qu'à la fin, je dis, elle est protectrice, cette règle. Cette règle, elle permet la cohabitation, le travail passionné, engagé d'équipe pour la performance. Alors,
Je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps là pour écrire ce que vous avez à apporter. On va parler là du plan d'action. Donc, gardez ça et puis notez. Mais voilà. La quatrième clé, c'est le plan d'action. Et c'est quelque chose je suis souvent surpris parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont un plan d'action, mais en fait, ils ne l'appliquent pas. Donc, ils ont réfléchi une fois, puis ils arrêtent et puis ensuite, ils rentrent dans le quotidien. Ils sont dans le truc. Pourtant, la planification, c'est quelque chose qui est archi important. Benjamin Franklin le disait bien, si vous échouez dans votre planification, c'est que vous êtes en train de planifier votre échec. Donc, quand on réfléchit à ça, on se rend compte que si vous voulez un plan d'action, donc on va vous donner un petit bonus, ça va être téléchargé après. Je pense que tu peux le mettre dans le chat, Émilie. C'est un fichier Excel qui vous permet, que l'on utilise pour permettre aux gens d'évaluer si justement ces 8 critères sont suivis. Est-ce que votre plan d'action a des objectifs précis? Est-ce qu'il répond à ces objectifs? Est-ce que vous avez défini les stratégies pour que les gens comprennent aussi quelles sont les actions à entreprendre? Est-ce qu'elles sont réalisables? Est-ce que vous avez les bonnes personnes? Est-ce que vous avez les moyens humains pour le faire? Et en plus, est-ce que ces personnes ont les compétences? Est-ce qu'elles ont les compétences pour faire ce que vous leur demandez de faire dans un plan d'action? Et quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, n'oubliez pas que si avant il faisait autre chose, il faut peut-être penser à quelqu'un qui va remplacer cette personne pour faire ce qu'il faisait. Est-ce que vous avez pris en compte le temps nécessaire, les délais pour pouvoir faire ceci? Et est-ce que vous avez défini un budget? Et enfin, est-ce que vous avez mis en place un suivi? Parce que c'est l'élément le plus important. Vous connaissez la roue de Deming. La roue de Deming dit qu'il faut d'abord planifier. Pourquoi? Parce que planifier vous permet de passer à l'action, c'est-à-dire faire et réaliser ce que vous avez mis dans votre plan. Parce que c'est l'exécution qui vous permettra d'avoir l'apprentissage. C'est l'exécution qui permettra aux gens de comprendre aussi si ce qu'ils font, ils le font bien ou ils font mal. Pas simplement ça. Mais ensuite, oui, il faut vérifier et contrôler. Il faut apprendre. Et c'est extrêmement important. Cette vérification, ce contrôle, il permet ensuite de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que l'on fait était une bonne idée? Est-ce qu'on a testé, mesuré ce que l'on fait? Est-ce qu'on est sûr que c'est comme ça qu'il faut le faire? Parce que dans ce cas-là, parce que le monde change, parce qu'on ne le fait pas bien, il faudra s'adapter. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité de continuer à s'améliorer. Alors, chez Action Coach, on considère que le plan d'action est l'élément essentiel. Si vous avez un plan d'action, ça veut dire que les gens savent ce qui se passe, là où on doit aller, le résultat qui est attendu. Ce plan d'action est un élément moteur dans la communication. On sait pourquoi on est engagé pour faire quelque chose. Et ce que l'on a remarqué, alors, chez Action Coach, on considère que le plan d'action est l'élément essentiel. Si vous avez un plan d'action, ça veut dire que les gens savent ce qui se passe, là où on doit aller, le résultat qui est attendu. Ce plan d'action est un élément moteur dans la communication. On sait pourquoi on est engagé pour faire quelque chose. Et ce que l'on a remarqué, c'est que souvent, les gens ne travaillent pas assez l'apprentissage. Ah ouais, moi je veux utiliser l'IA, d'accord? Et on bombarde les gens avec des idées sur l'IA, mais on ne sait pas ce que c'est que l'IA. On n'a pas appris qu'est-ce qu'on pouvait faire. Comment l'IA pouvait devenir. C'est le cas aujourd'hui pour moi avec deux de mes clients. On est en train de regarder comment l'IA, à ce stade, peut être quelque chose qui nous permet de créer de la valeur dans l'entreprise. Et je vous garantis que la génération Z, celle qui pose plein de problèmes sur d'autres raisons, elle est extrêmement intéressée. Et aujourd'hui, elle est encore plus impliquée parce qu'elle voit qu'on va utiliser des outils qui sont les leurs, ceux de leur génération. Voilà un autre exemple où on crée du lien, où on crée de l'engagement entre des nouvelles générations et des anciennes. Et c'est très surprenant parce qu'on a eu Béatrix Charpier qui est venue lors de notre Basics et qui nous a montré entre ces personnes qui sont les boomers et les Z et la génération Z, comment on arrivait à les mettre ensemble et on arrivait à utiliser l'imagination, l'innovation que les jeunes ont avec cette expérience que les boomers ont. Et cette combinaison, elle est extrêmement gagnante.
croyez-moi, entre les générations, on peut créer de la valeur aussi. Donc, ceci nous amène évidemment à travailler sur notre plan d'action, mais notre plan d'action n'a un intérêt que si les actions que vous entreprenez derrière donnent du résultat. Et rappelez-vous, quand vous faites un plan d'action, il faut ensuite vérifier ce que vous avez fait, contrôler, regarder, prendre la décision s'il faut continuer dans la même direction ou adapter, communiquer aux équipes si vous voulez changer des choses, parce que sinon, ça ne se fera pas dans les bonnes conditions. Et ensuite, recommencer et le nouveau plan, le plan adapté et travailler dans la performance. Alors, Émilie, tu as dû pouvoir partager ce, Oui, c'est fait. c'est facile à comprendre, vous l'utilisez, il y a des définitions et vous notez. Et je vous dirai une chose, ceux qui se notent 8 ou 9, demandez à votre coach, vous allez voir à quelle vitesse votre note va redescendre. Mais ce sera pour créer de la valeur, d'accord, pour vous et pour votre entreprise. Donc, je vous en prie, travaillez avec ce petit document. C'est cadeau. Allez, c'était peut-être là où on avait une autre question Oui, et peut-être un alors, autre goodies que vous oui, pouvez oui. télécharger. Alors, le goodies, C'est il est marrant à parce que celui-là, c'est l'écran. le même. Oui, oui, le goodies est à l'écran. Voilà, c'est celui-là que je voulais mettre. C'est les 20 conseils pour diriger une culture gagnante dans votre entreprise. C'était quelque chose que je trouvais intéressant d'ajouter à ce que vous avez fait. Vous avez le QR code, encore une fois, et on va mettre le lien Zoom, le lien web, de façon à ce que vous puissiez le télécharger. Mais allez sur les pages web des coachs avec qui vous êtes en relation ou que vous connaissez. Vous allez trouver dans leur plage plein de e-books, récupérer ces informations. C'est notre partage, c'est ce qu'on vous donne, c'est notre bonus, c'est notre cadeau, d'accord? Parce qu'on adorerait travailler encore plus avec vous pour créer des équipes performantes, d'accord, pour les entreprises. Et vous verrez qu'il y a Non. plein de choses, plein d'idées que vous pouvez prendre et qui sont très pratico-pratiques. Marc, on a bien compris certaines clés, il en reste quelques-unes derrière, mais j'ai Mathias qui se pose une question sur comment est-ce qu'on peut faire dans certains cas. Je vais laisser Mathias la poser. Ah ah, cas concret. Bonjour Marc. Du coup, ouais, je me posais une question, c'est comment faire lorsqu'on a une personne de notre équipe, là en l'occurrence qui est externe, qui n'arrive pas à suivre le rythme de notre changement concernant le niveau d'exigence qu'on va imposer. Euh, en gros, on essaye de changer, on prend de nouvelles dispositions, on met en place de nouveaux process, mais cette personne, elle a du mal à suivre. Pas négativement, elle ne le fait pas exprès, mais elle ne suit pas le rythme. Alors, il y a une réalité dans la vie entrepreneuriale, c'est que si la personne, avant de m'attaquer à la personne, j'irai toujours regarder s'il y a moyen de former la personne et d'amener cette personne au niveau d'exigence que l'on veut. Mais une personne qui n'est pas au niveau d'exigence, après avoir tenté de l'aider, de le coacher, de le former, il y a un moment, ça pose un problème. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe externe. Alors là, c'est intéressant, Mathias, parce que est-ce que le travail a été vu, la situation a été vue avec le manager de cette personne, avec cette entreprise-là aussi? Parce que cette entreprise a peut-être la possibilité de travailler avec cette personne dans un environnement où il sera plus facile pour lui de travailler, ce qui va ce qui va le motiver, ce ne va pas l'abîmer, et trouver quelqu'un qui viendra renforcer l'équipe au niveau d'exigence que vous avez. C'est un phénomène qui est récurrent, que ce soit quelqu'un en interne ou que ce soit quelqu'un en externe. La première chose que nous faisons, c'est d'abord de vérifier si cette personne, on peut l'accompagner pour qu'elle devienne performante et qu'elle soit à la hauteur des exigences d'aujourd'hui et pas simplement de demain. Et puis, quand c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, on regarde aussi si on peut mettre cette personne dans des conditions de travail qui sont plus adaptées aussi pour elle. C'est la même chose que l'on fait avec quelqu'un qui a été blessé dans une entreprise. C'est la même chose que l'on fait avec quelqu'un qui n'arrive plus à travailler dans un environnement. On va lui changer son environnement. On a plus intérêt à protéger les personnes dans certaines situations qu'à essayer de les transformer pour les amener à un niveau d'exigence qu'ils n'atteindront pas. Donc c'est vraiment
Et je ne sais pas avec quel coach tu es, Mathias, mais il faut parler avec votre coach. Vous allez voir que cette personne va vous trouver des idées très concrètes, parce que là, c'est un peu théorique ce que j'ai dit. Mais franchement, travailler sur la capacité à aider quelqu'un structurellement, soit en formation ou soit sur le process de l'équipe, parce que ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être là. Et la deuxième chose, c'est de travailler avec l'entreprise qui l'emploie pour savoir si cette personne peut travailler à une autre place où il sera plus à l'aise et plus performant, parce que c'est le cas dans ce cas-là, et vous obtenez quelqu'un qui est à la hauteur de vos exigences. Donc, et je mets pas, je reste avec en partie centrale, principale, justement, la personne. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Mathias? Oui, Ok. merci Marc. Ok. Très bien. On continue? On continue. Très bien. La prise de risque. Alors, la prise de risque, c'est quelque chose qui est inhérent aujourd'hui à notre façon de travailler. Les entreprises les structures sont devenues plus plates. Les gens, on n'a pas de sous-chef pour préparer le futur chef. On n'a pas de sous-chef pour s'occuper des personnes. Donc, il y a un vrai travail à faire avec cette prise de risque. C'est pour ça aussi qu'il faut tester et mesurer. Pourquoi tester ou mesurer? On ne peut améliorer que ce que l'on mesure, vous le savez très très bien. Mais quand vous testez et vous mesurez, vous ne prenez pas le risque à 100% au départ. Et parce que vous testez et vous mesurez, vous êtes en capacité de voir ce que l'on doit améliorer pour effectivement être performant. Performant par rapport à l'équipe, performant avec votre partenaire, performant pour votre client, d'accord? Et vous être sûr que vous allez dans la bonne direction pour obtenir le résultat qui est attendu. C'est pour ça que dans les entreprises, vous connaissez Kaizen, d'accord? C'est le changement. Et comme je le disais tout à l'heure, parce que je vais aller vite là-dessus, les entreprises, elles vont se transformer pour grandir, puis tout d'un coup, il va y avoir un moment, il va y avoir un palier, et puis l'extérieur, le monde change, et puis la concurrence allez, on recommence, il faut recommencer à croître, etc. L'amélioration continue est une exigence dans nos nouvelles entreprises. Et cette exigence de l'amélioration continue, on doit l'avoir avec nos équipes, parce que c'est nos équipes qui font le travail. Et on doit l'avoir avec les équipes en interne, mais surtout ne pas oublier les équipes externes, qui souvent font 100% partie de la concrétisation de la promesse que vous avez faite à un client. Donc, comment est-ce que vous intégrez les équipes internes et les équipes externes? Comment vous assurez que si vous déléguez quelque chose à quelqu'un à l'externe, même en tant que solo entrepreneur, d'accord, ces choses-là se font dans la bonne direction, pour les bonnes raisons, avec la même culture, et que l'un ou l'autre, nous sommes ambassadeurs de l'autre. Ce travail-là est extrêmement important. Encore une fois, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. Gardez cette idée qu'il faut toujours tester et mesurer. Tester et mesurer, c'est la garantie que vous n'allez pas vous engager trop loin et prendre des risques que vous ne pouvez pas assumer, grosso modo. Et la deuxième chose, c'est que il faut penser à l'amélioration continue. Est-ce que vous faites des briefings à chaud, des débriefings à froid? Est-ce que vous prenez le temps d'analyser comment on peut créer de la valeur demain de façon différente? Est-ce que vous regardez ce que font les autres? Ça aussi, c'est un point essentiel. Et donc, la dernière, c'est effectivement l'engagement, 100% d'engagement et d'inclusion. Une équipe de sport, on le sait, si vous avez 11 joueurs sur le terrain et qu'il y en a 2 qui ne sont pas inclus ou pas engagés, ben, l'équipe est moins performante. La réussite, c'est dans notre capacité à faire en sorte que chacun se trouve à la bonne place, au bon moment, qu'il comprenne quelle est la qualité de son travail, comment il contribue par son objectif personnel à l'objectif commun. Pour ça, d'accord, nous devons être de grands leaders. Et j'ai parlé de passion et responsabilité, j'ai parlé d'engagement et d'inspiration. Et là, encore une fois, est-ce qu'on est compétent? Est-ce que aussi on évolue avec ce nouveau monde? Je trouve aujourd'hui, par exemple avec l'IA, des choses qui me... Enfin, alors j'ai cet avantage, je dirais. Il y a 30 ans, quand on parlait d'informatique, il y a 20 ans, quand on parlait d'informatique, un site web, etc., ben, vous avez encore des personnes
qui n'ont pas de site web, mais avec l'IA, ils vont plus vite. Je vais vous donner un exemple parce que pour avoir travaillé avec des gens qui sont dans la télécommunication en Afrique, d'accord, on avait ces grandes centrales que Orange mettait en place dans les pays. Et quand on est arrivé là-bas, parce que je les ai accompagnés là-dessus, on a réalisé que les téléphones fixes, ça ne les intéressait pas. Ils avaient très vite compris que le téléphone portable avec une carte prépayée, c'était nettement plus flexible, accessible, et ça les rendrait nettement plus forts. D'accord? Donc, c'est intéressant comment l'innovation peut aussi amener ces choses-là. Est-ce qu'on est capable de voir et d'entendre ces signaux faibles qui font que notre monde se transforme? Voilà. Et encore une fois, est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que vous êtes focus sur votre planning? Mais aussi, est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes attrayant? Est-ce que c'est sympa de travailler avec vous? Est-ce qu'on a envie d'être avec vous? D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Là, je vais vous donner rapidement quelques bonnes pratiques en management. Je vous laisse les lire. Mais je pense que la meilleure pratique dans le management, c'est savoir communiquer. Parce que c'est une chose qui est importante. Pour moi, la quatrième des bonnes pratiques ici, c'est d'aller vers les personnes. Je ne peux que recommander aux managers d'aller vers leurs équipes et non pas d'attendre que leurs équipes viennent vers eux. D'aller poser des questions pour pouvoir obtenir des informations dont on a besoin pour avancer. Faire des réunions qui ne sont pas à la gloire du chef, mais qui sont bien des réunions proactives pour pouvoir aller de l'avant et obtenir du résultat. La culture du résultat, focus. D'accord? Lisez un livre, Manager One Minute, je vous garantis, vous apprendrez plein de trucs pour pouvoir être très performant avec ça. Et puis, en termes de leadership, oui, rappelez aux gens pourquoi on est là. Redonnez-leur la vision d'ensemble. Ils sont souvent pris dans leur quotidien, dans la partie très routinière de ce qu'ils font. C'est bien de leur rappeler que c'est important ce qu'ils font par rapport à ça. Quand je parle d'inspiration, c'était aussi une des choses que j'ai appris, c'est inspirer chaque individu. D'accord? On parlait d'inclusion et d'engagement. Si vous avez la moitié d'équipe qui n'est pas engagée, ça pose un problème. C'est chacun. Chacun doit être inspiré, chacun doit être motivé. Et c'est comme ça que vous aurez des équipes qui sont performantes. D'où cette nécessité de bien connaître votre capacité de communication. Encore une fois, appelez votre coach, il vous dira ce que c'est. Si vous ne l'avez pas déjà fait, votre profil disque, celui des couleurs, d'accord? Il vous apprendra à avoir cette capacité d'écoute qui vous permet d'entendre quels sont les signaux faibles, ceux qui disent qu'il va changer ou ceux qui annoncent qu'il va y avoir la tempête, d'accord? Et montrer que vous êtes confiant en l'avenir. Personne ne veut monter dans un bateau où il y a un capitaine qui dit « Putain, on va couler. » Ah, gros problème là. Non, les gens ont envie de savoir que quelle que soit la tempête, t'inquiète, je tiens le bateau, ça avance. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Donc, si vous avez quelques petits commentaires à faire, d'accord, allez-y. Je vais reprendre ma respiration, d'accord, et on va passer sur la dernière partie de cette présentation. On va aussi donner la parole à quelques personnes. On a encore le temps Marie-Flore? On est bien là. On va pouvoir laisser les gens s'exprimer. Super, excellent. Alors, il y a, pour moi, ça reste l'élément important. Vous avez assisté à un webinaire, vous avez eu plein d'informations. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ma volonté n'est pas de vous amener à tout faire, mais que parmi tout ce que je vous ai proposé, il y ait des choses que vous dites, ça je peux faire, ça je vais commencer. Rappelez-vous, vous avez une équipe de coachs super, excellents, humains et attrayants, qui seront ravis de travailler avec vous pour vous permettre d'être dans la performance et pour y aller plus vite. Donc la question aussi, c'est vous repartez avec quoi et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que c'est l'action, encore une fois, je me répète, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Action Coach, c'est pas pour rien que l'on fait de l'éduc-action, d'accord? C'est pour que derrière, quand vous avez une information, vous alliez au-delà de votre savoir et vous placiez aussi dans le côté pratico-pratique. Ça, c'est une des réalités aussi avec vos coachs Action Coach, c'est qu'on est très intéressé par le résultat, très orienté sur mettre en place des choses que vous pouvez faire, d'accord? Et pas n'importe quoi. C'est ça qui est essentiel. C'est les résultats. C'est parce que vous passez à l'action que vous obtiendrez des résultats. Donc, on va passer maintenant à un petit moment
Questions-réponses. Alors, moi, Je j'ai laisse une la main. Il question. nous reste combien de temps? Oui, ça va, on a le temps. Bah, il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses et après, tu auras de quoi terminer en 10 minutes comme on l'avait prévu. Super, Alors, je n'ai excellent. pas prévenu Franck parce que ben, je l'ai pas prévenu en direct. Mais Franck se posait la question tout à l'heure, et je vais lui laisser compléter, de savoir comment faire pour que les acteurs internes et externes arrivent à partager la même culture ou au moins les éléments principaux. Donc, tu as déjà beaucoup donné de réponses hein, avec l'intervention. Je voulais savoir si Franck a une question complémentaire à poser ou est-ce que c'est bon? Non, non, elle est à peu près complète, sachant que sur les intervenants extérieurs, effectivement, par définition, un intervenant extérieur peut être balancé entre plusieurs cultures. Mm. La question est de savoir comment fédérer du coup les gens autour au moins des éléments principaux. Je trouve la question très intéressante. Je ne dis pas ça juste comme ça parce que je pense que c'est un des critères que l'on oublie quand on sélectionne son partenaire. Et donc, c'est important d'avant de contractualiser avec un partenaire, c'est de savoir si on a de la culture en commun, si on a des valeurs en commun. Et là, je suis tout à fait d'accord avec la question, Franck, parce que lorsque vous traitez avec des entreprises qui ont en commun cette culture, cette valeur, ce travail bien fait, ce souci du client, cette capacité à communiquer pour que ensemble on crée de la valeur et pas des personnes qui chacun de son côté travaille, fait son truc, fout-moi la paix et voilà. Eh ben, vous créez un lien entre les personnes et j'ai plus le nom de la personne qui était nominée au BISEX, mais qui travaille aussi avec des personnes pour les façades avec des cordées, des gens qui sont souvent absents pendant une partie du temps parce qu'ils font un travail en externe. Et il y avait tout un travail qui avait été fait pour faire comprendre aux uns et aux autres pourquoi c'était important de travailler ensemble. Je l'ai fait, moi, avec une équipe dans le bâtiment, d'accord, où c'est les plâtriers. Et si vous connaissez ce milieu pour en fait, vous avez des personnes qui viennent mettre une bandelette entre les plaques de placo, de façon à ce que derrière, on puisse refaire bien la peinture, etc. Et si vous donnez ça à un plaquiste, en général, il n'est pas très performant. Et il y a des gens dont c'est la spécialité. Et en fait, on a réussi dans l'entreprise à faire travailler ces gens-là ensemble. Et aujourd'hui, non seulement les personnes ont vraiment travaillent ensemble, préparent leur travail pour laisser un travail net pour que ces gars viennent mettre les bandes et laisser un travail net pour que derrière, une autre équipe qui sont aussi de temps en temps des contractants viennent faire la peinture. Eh bien, la création de valeur indépendamment de l'expérience client que ceci a généré, a créé aussi plus de volume d'affaires pour les deux parties. Donc, je voudrais résumer. Un des critères que l'on doit avoir quand on veut travailler avec des contractants, quelqu'un externe ou en freelance, il faut s'assurer qu'on a une base commune en termes de valeurs et de culture. Ensuite, il faut la nourrir. La nourrir, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on imagine l'avenir, on regarde ensemble comment on peut apporter de la valeur à l'un ou à l'autre. Et parce que vous faites ces réunions-là, le sens de partenariat prend un sens encore plus important parce que vous faites partie de la même équipe. Et quand cette symbiose se fait, ces gens-là n'attendent pas. Ils vous appellent, ils vous informent, ils vous disent, est-ce que tu as entendu parler de ça? Il y a ça, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. C'est très intéressant de voir comment cette culture commune va engranger d'autres opportunités en termes de développement dans les entreprises. Et le dernier point, c'est de s'assurer de la sincérité de la remontée des informations. C'est aussi le dernier point, c'est qu'on partage le succès, on partage la réussite. C'est-à-dire qu'on ne profite pas de son partenaire, on l'inclut dans
dans la réussite et dans la célébration. Quand vous arrivez à faire ces trois choses-là, croyez-moi, vous avez une culture de base qui est commune au départ, vous travaillez ensemble pour la performance et l'amélioration continue, et si en plus vous partagez la réussite, eh ben on sera ravi de lever un verre ou de boire un café ou d'aller manger un petit truc ensemble. Les équipes internes avec les équipes externes, c'est la réussite de beaucoup, beaucoup de métiers aujourd'hui. Vous pouvez prendre, je crois qu'on peut prendre quasiment n'importe quel métier. Je vous trouverai une entreprise qui a des équipes en interne et des équipes externes qui travaillent de façon commune pour le futur. Il y a un exemple, je vais l'avoir avec les achats. Je travaille avec un groupe qui, aujourd'hui, a décidé d'avoir 2 fournisseurs et pas plus, d'accord? Parce qu'ils ont besoin d'avoir des personnes sur qui ils peuvent compter et ils travaillent avec ces personnes-là sur les demandes de demain. On est dans l'industrie, c'est une industrie automobile, vous pouvez imaginer ce qui se passe en ce moment, et on est en train de travailler avec ces gens-là sur de la robotique et de la vision. C'est PPS, l'entreprise, et pour leur créer des nouveaux champs d'opportunités. Et là, c'est le médical. Il faut savoir que 50% des nouveaux métiers, on considère, vont affecter le médical. C'est un truc assez incroyable. Voilà encore un exemple. Alors, Marc, J'ai répondu à la question? Merci Marc. Merci. Une autre question? Alors, il nous reste le temps de prendre une question peut-être. Alors, j'ai la question de Florence, mais je pense que Florence a peut-être dû s'absenter. Je ne sais pas si elle est encore là. Ok. Ben, Non, Florence, je vais la poser parce que c'est une question qui me paraît pertinente. Et puis après, ok. si tu fais une réponse rapide, on laissera peut-être une personne s'exprimer s'il le souhaite. Alors, Florence demandait comment faire. Alors, attends, faut que je la retrouve. Comment faire pour gérer sans obliger? C'est souvent l'engagement. C'est souvent quand vous rentrez dans une situation d'obligation avec les gens, que ce soit en interne ou en externe, c'est souvent parce que vous avez des personnes qui considèrent que ils ont des droits et qu'on ne les respecte pas, et ils oublient souvent en partie leurs devoirs, hein. On va laisser ça de côté. Je pense qu'il y a, lorsque vous avez des règles qui sont en place, la règle est protectrice. Elle amènera la personne à faire le travail qu'elle doit faire. C'est écrit, c'est contractuel. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes, à un moment, elles sont en décalage par rapport à l'entreprise. Votre entreprise, elle évolue. Votre entreprise, elle change, elle grandit. Il y a des personnes qui ne resteront pas dans votre entreprise. Et ça, il faut savoir accompagner les gens dans une sortie et non pas, d'accord, je te vire. C'est les accompagner dans une sortie. Et encore une fois, la loi existe, elle nous permet de le faire. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour que ce soit fait intelligent. Et la question que tu posais, Marie-Flore, c'était comment faire pour que les personnes ne se sentent pas obligées, d'accord, mais plutôt le fassent parce elles se sont appropriées la chose, parce elles se rendent compte à quel point cette chose-là est importante dans la contribution de son objectif à elle, mais aussi dans l'objectif de l'entreprise. Et souvent, il faut dépasser l'entreprise pour passer aussi à l'objectif par rapport au client. Les gens sont plus à même de comprendre la transformation qu'ils doivent faire pour être sûrs qu'ils font un bon travail pour quelqu'un, pour un client, que pour un patron. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Marie-Fleur, est-ce que tu as la possibilité de poser une autre question? Alors, on peut répondre. On a une question sur l'IA, mais qui est plus générique sur l'entreprise. Est-ce que quelqu'un a une question en live et en direct, hein? Sinon, je poserai la question sur l'IA, mais n'hésitez pas. Il faut se lancer, lever la main, on vous trouvera. Bien, Non. alors c'est quoi cette question sur l'IA? Bah alors, la question sur l'IA, c'est qu'au début de la présentation, quand on disait que c'est une nouvelle entreprise, un nouveau monde, un nouveau moi, il y a eu beaucoup, il y a eu trois, quatre réactions qui disaient, et qu'est-ce qu'on en fait de l'IA dans ce nouveau tout? Qu'est-ce que ça change pour nous? Donc, ce n'est pas spécifiquement forcément sur l'équipe. Alors, je trouve que l'IA a un lien énorme avec l'équipe parce que malheureusement, on associe l'IA à la destruction de certains
travail, donc travaux, mais là, je veux dire, vous avez des postes de travail qui risquent de disparaître à cause de l'IA, parce que l'automatisation, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Mais on reprenait sur une étude que l'on a fait dans les Côtes d'Armor, on sait qu'on a 1,5 million de postes qui vont être détruits par l'IA, mais 6,5 millions de postes qui peuvent être développés grâce à l'IA. Et donc, la question que l'on doit se poser avec l'IA, ou les questions, elles sont autour de est-ce que l'IA crée de la valeur? Parce que si elle crée de la valeur, vous avez la possibilité d'adapter quelqu'un et de l'amener à se transformer, à faire sa transition. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ont bien compris que c'est la réalité, le monde change et il faut s'adapter. La deuxième chose qui est importante, c'est est-ce qu'on a comment dire, est-ce que cette création de valeur, on sait comment l'appliquer demain pour la transmettre à nos clients? Parce que c'est parce que cette valeur est quelque chose que l'on peut transmettre, se faire payer pour ça, amener quelque chose de plus à nos clients, qu'on va obtenir cette activité qui va nous permettre de bien rémunérer nos équipes et qui fait que derrière, on a un client satisfait, des équipes satisfaites et un entrepreneur satisfait. Eh bien, ce sera le mot qui te permettra d'aller vers la fin. Très bien, merci. Alors, donc, pour moi, je vais passer ça rapidement. Quelles sont mes options? Action Coach vous donne la possibilité de suivre des masterclass. Alors, nous avons une masterclass qui va commencer sur le management, et c'est justement ça dont je vais parler un petit peu après. Nous avons une business class qui va commencer aussi sur la gestion d'entreprise. Nous avons aussi une autre masterclass qui sera possible à partir du 29 mai. Qu'est-ce que c'est qu'une masterclass? Une masterclass, là, je vais vous parler de celle sur le management. Comment devenir un excellent manager, je vous laisse lire ça, mais c'est comment planifier, déléguer, atteindre ses objectifs, créer de meilleures conditions de vie avec nos équipes. Vous avez un code qui vous permet de flasher et pour avoir plus d'informations. C'est un programme très simple, c'est 12 semaines. Chaque semaine, il y a une session de vidéo. Vous aurez la chance d'écouter notre grand maître Brad Sugars, d'accord, avec aussi des sous-titres en français. Il y aura aussi chaque semaine une session qui sera de facilitation avec les autres participants pour répondre à la question qui est de cette semaine-là. Vous aurez un livret, vous aurez de la planification, vous aurez des recommandations de lecture, vous aurez une communauté, vous verrez que vous n'êtes pas tout seul à devoir gérer tout ce que vous avez à gérer et à régler tous les problèmes que vous réglez. Et en plus de ça, après, d'accord, vous pouvez aussi avoir à côté un coach qui vous aide, puis il sera toujours à votre disposition. L'investissement est très raisonnable parce que c'est 1 200 €, je crois, pour le. Non, c'est pas je crois, je suis certain. Pour cette masterclass sur 12 semaines, c'est 100 € la semaine. Quand je vois le retour sur investissement que ça génère, c'est incroyable. D'accord? Pour les personnes qui ont commencé, je remercie Benjamin je crois que c'était la salle qui est en cours, c'est Benjamin de la salle qui le fait. Et un de mes clients suit cette formation-là. Et on est en train de transformer la gestion de son équipe commerciale. Vraiment, merci beaucoup, Benjamin. C'est super. Il va se reconnaître, Benji. Hein? Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? On a un cadeau pour vous. D'accord? Vous pouvez avoir une séance offerte. Allez découvrir ce que c'est que le coaching. Discutez avec un coach, Action Coach. Ça vous permettra de vous rendre compte comment on accompagne les gens pour cette création de valeur ou l'accompagnement de vos équipes. Et pour ça, vous avez aussi un autre QR code qui vous permettra d'aller voir ce que vous pouvez obtenir, d'accord, des évaluations. En 3 minutes, vous pouvez avoir un premier jet. Si vous ne savez pas où vous en êtes, eh ben, ça vous donnera déjà une réponse. En répondant vous avez le choix aussi sur 28 questions de dire, OK, ça, c'est les 5 challenges sur lesquels je suis préoccupé. Et on sera ravis de venir vous aider à en discuter, justement, découvrir cette séance, d'accord, pour pouvoir derrière obtenir de la performance. Alors voilà, ce que je voulais, c'était aussi vous offrir les 25... mais on l'a déjà donné, celle-là, non? Oui. Et donc, vous avez assisté à ce webinaire.
D'accord? Donc, je vais vous demander quand même de me dire si vous avez apprécié. Le prochain sera le 23 janvier. Comment systématiser votre business pour plus de liberté et de croissance? D'accord? Les process, le plan d'action, les, un point que je trouve important dans les systèmes, c'est aussi s'assurer que les savoir-faire sont gardés dans l'entreprise et ne partent pas avec les employés quand ils partent. Donc voilà, puis on va vous donner un dernier petit cadeau quand même. On va vous donner un certificat comme quoi vous avez participé à ce webinaire et que vous faites partie, d'accord, de cette communauté Action Coach. Je vous remercie énormément là-dessus. Merci de nous donner vos feedbacks. Ils sont extrêmement précieux. Je vous l'ai dit, tester et mesurer. Là, vous avez un élément de mesure. Nous avons testé ce webinaire. Merci de nous donner vos réponses et ça nous rendra meilleurs. Meilleurs pour qui? Ben, en fait, pour vous, d'accord, pour vous accompagner. Comme dit Brad, d'accord, l'important, les mots, les pensées, mais c'est les actions qui provoquent votre futur, c'est les actions qui vous permettront de vivre le rêve que vous voulez, créer votre futur, passer à l'action, c'est important. C'est pour ça, encore une fois, que je vous remercie toutes nos alliances stratégiques qui nous permettent aussi de vous proposer tout ça. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook. Je suis sûr que vous allez trouver ça très facilement. Croyez-moi, le plus important, c'est passer à l'action. D'accord? Invitez vos amis et vos partenaires, vous savez, l'équipe interne et l'équipe externe aussi, à assister à notre prochain séminaire. N'hésitez pas à parler de nous. Je vous remercie. J'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Et j'espère que vous en tirerez plein de bonnes idées, de bonnes pratiques. Je vous garantis que beaucoup de ce que vous avez entendu, ça se met en pratique facilement dans vos entreprises. Et je vous souhaite que le meilleur et bonne fête de fin d'année, parce que